La pensée s'insinue discrètement mais de manière persistante. Pourquoi ai-je l'impression de prendre du retard dans la vie, alors qu'objectivement je me débrouille bien? Ce sentiment lancinant d'inadéquation, malgré une réussite tangible, n'est pas une défaillance personnelle, mais le symptôme d'une crise plus large, souvent passée sous silence, l'épidémie de comparaison. Définie comme un phénomène psychologique moderne, elle décrit l'insatisfaction chronique et le doute de soi alimentés par des comparaisons incessantes, en particulier celles amplifiées par l'ère numérique. En réalité, le sentiment d'échec généralisé que ressentent de nombreuses personnes est rarement lié à des résultats insuffisants. Il découle plutôt de l'interaction corrosive de l'envie, de l'illusion des réalités en ligne et des normes impossibles du perfectionnisme toxique. Cette épidémie prospère dans l'ombre, convainquant les individus qu'ils ne sont pas assez, non pas parce qu'ils manquent de progrès, mais parce qu'ils ont été conditionnés à se mesurer à des miroirs déformés de la réussite. La tendance humaine à se comparer aux autres est plus profonde qu'une simple habitude. Elle est ancrée dans notre psychologie évolutive comme un mécanisme de survie fondamental. Pour nos ancêtres, il était essentiel d'évaluer en permanence sa position au sein du groupe pour s'assurer des ressources, former des alliances et éviter les menaces. Ceux qui pouvaient évaluer avec précision leur statut relatif avaient plus de chances de prospérer, tandis que ceux qui évaluaient mal leur position risquaient d'être exclus ou mis en danger. Cet impératif biologique persiste dans les esprits modernes, même si les enjeux ont radicalement changé. La théorie de la comparaison sociale de Léon Festinger, 1954, fournit un cadre permettant de comprendre comment cet instinct se manifeste psychologiquement. Nous nous livrons à deux types de comparaison, ascendante et descendante. La comparaison ascendante se produit lorsque nous nous mesurons à ceux que nous percevons comme supérieurs d'une manière ou d'une autre, plus prospères, plus séduisants ou plus accomplis. Dans sa forme la plus saine, la comparaison ascendante peut être source de croissance et de motivation. Cependant, lorsque nous sommes constamment bombardés d'images d'une perfection inaccessible, en particulier via les médias sociaux, la comparaison ascendante conduit plus souvent à des sentiments d'inadéquation et à une diminution de l'estime de soi. La comparaison à la baisse, en regardant ceux qui ont moins de chance, peut temporairement renforcer notre estime de soi, mais ce soulagement a un coût. Elle peut favoriser un sentiment malsain de supériorité tout en ne faisant rien pour remédier à nos propres insécurités. Plus inquiétant encore, il peut conduire à une fatigue de la compassion, voire à une schadenfreude, c'est-à-dire à prendre plaisir au malheur des autres. L'environnement moderne a transformé cet ancien outil de survie en une source de stress chronique. Alors que les premiers hommes se comparaient à une poignée de membres de leur tribu qu'ils connaissaient intimement, nous nous comparons aujourd'hui inconsciemment à des milliers de personnalités en ligne soigneusement élaborées. Notre cerveau n'a pas évolué pour traiter ce flux constant de points de comparaison, laissant de nombreuses personnes piégées dans un cycle de doute de soi alimenté par ce qui était autrefois un mécanisme d'adaptation. Les plateformes de médias sociaux ont révolutionné l'interaction humaine, mais à un coût psychologique important. Ces espaces numériques encouragent ce que les sociologues appellent la gestion des impressions, c'est-à-dire l'élaboration minutieuse de personnalités qui mettent en avant les réussites tout en dissimulant les difficultés. Il en résulte une réalité déformée où chaque utilisateur devient à la fois acteur et spectateur d'un théâtre de la réussite sans fin. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Social and Clinical Psychology a révélé que 60% des utilisateurs fréquents d'Instagram déclaraient se sentir inadéquats après seulement 30 minutes de navigation, en mettant particulièrement l'accent sur l'image corporelle et les réalisations professionnelles. Les algorithmes qui alimentent ces plateformes exacerbent le problème par une amplification sélective. Les contenus qui suscitent l'engagement, généralement des réalisations extraordinaires, des styles de vie idéalisés ou des transformations spectaculaires, sont privilégiés, ce qui crée un flux qui ne ressemble guère à l'expérience humaine normale. Une étude réalisée par le MIT en 2021 a révélé que l'utilisateur moyen sous-estime de 47% la quantité de modifications apportées aux messages occasionnels publiés sur les médias sociaux. Cela crée ce que les psychologues appellent l'ignorance pluraliste, c'est-à-dire la fausse croyance que tous les autres vivent avec plus de succès et sans effort qu'ils ne le font en réalité. L'impact psychologique est mesurable. Des recherches menées par l'Université de Pennsylvanie démontrent une corrélation directe entre le temps passé sur des plateformes visuelles comme Instagram et l'augmentation des symptômes dépressifs, en particulier chez les jeunes adultes. Le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out, a fait son apparition dans les discussions cliniques comme une source légitime d'anxiété, les personnes qui en souffrent faisant état de symptômes physiques tels que l'insomnie et les changements d'appétit lorsqu'elles sont confrontées aux expériences d'autrui. Le plus dommageable est peut-être l'effacement du processus de la vue du public. Les médias sociaux montrent l'obtention du diplôme, mais pas les séances d'études nocturnes, la promotion, mais pas les années de travail ingrat, la relation parfaite, mais pas les conversations difficiles.
Cela crée ce que la psychologue Sherry Turkle appelle l'illusion de la facilité, c'est-à-dire la croyance corrosive que le succès doit être facile et que lutter signifie que l'on fait quelque chose de mal. L'envie est le moteur silencieux de l'épidémie de comparaison, et ses effets sont bien plus répandus qu'on ne le pense. La recherche psychologique distingue deux types d'envie, l'envie bénigne, qui peut motiver l'amélioration de soi, j'admire leur réussite et je travaillerai plus dur, et l'envie malveillante, qui vise à diminuer la personne enviée, elle ne mérite pas cela. Les psychologues néerlandais Van de Ven, Zellenberg et Peters ont découvert que le type d'envie qui émerge dépend largement de la perception du mérite. Lorsque nous pensons qu'une personne a mérité son succès, nous tendons vers l'admiration. Lorsqu'elle semble ne pas l'avoir mérité, l'envie prend une tournure plus sombre. Le passage de l'envie à la haute est particulièrement insidieux. L'envie est d'abord une réaction émotionnelle fugace. J'aimerais avoir ce qu'ils ont, mais à force de comparaisons sociales répétées, elle se cristallise en une croyance persistante à propos de soi. Je manque parce que je n'ai pas ça. Ce phénomène est aggravé par ce que les psychologues appellent la menace de l'ego, lorsque les réussites des autres remettent en question nos propres compétences ou notre propre valeur. Les médias sociaux créent les conditions idéales pour cette transformation. La nature des personnalités en ligne nous expose constamment à des raisons d'être envieux, tandis que l'absence de contexte empêche l'influence modératrice de la réalité. Une étude publiée en 2020 dans la revue Cyberpsychologie a révélé que le défilement passif, regarder sans interagir, était particulièrement susceptible de susciter une envie malveillante, car il crée un sentiment d'exclusion par rapport au bonheur apparent des autres. La haute qui s'ensuit se manifeste souvent de manière inattendue. Procrastination, autosabotage, voire hostilité à l'égard de la personne enviée. Ce qui commence comme une simple admiration ou une jalousie peut, par l'alchimie d'une comparaison constante, devenir un élément toxique dans l'image que l'on a de soi. Il est essentiel de reconnaître cette progression émotionnelle pour rompre le cycle. Le perfectionnisme contemporain a évolué au-delà d'un trait de personnalité pour devenir ce que les psychologues appellent une épidémie culturelle. Le perfectionnisme moderne se distingue des efforts sains par trois aspects essentiels. Des normes trop élevées, une autocritique excessive et une estime de soi contingente. Croire que l'on n'est bon que dans la mesure où l'on a réussi son dernier exploit. Les recherches menées par Thomas Curran et Andrew Hill révèlent que les scores de perfectionnisme ont augmenté de façon spectaculaire depuis 1990, les hausses les plus marquées étant corrélées à l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux chez les jeunes adultes. Le cycle de la comparaison et du perfectionnisme fonctionne avec une efficacité cruelle. Chaque fois que nous sommes exposés à la réussite de quelqu'un d'autre, nous devenons un nouveau point de référence potentiel qui nous permet d'élargir ce que nous pensons devoir accomplir. Les recherches de la psychologue sociale Brené Brown montrent que le perfectionnisme se nourrit de la fausse promesse qu'une performance sans faille nous protégera de la critique et de la honte. En réalité, il crée ce qu'elle appelle un bouclier de 20 tonnes qui finit par écraser la personne qui le porte. La paralysie qui en résulte est particulièrement pernicieuse. Les observations cliniques révèlent un schéma. Le perfectionniste, accablé par l'écart entre ses normes et la réalité, choisit l'inaction plutôt que de risquer un effort imparfait. Cela crée une prophétie autoréalisatrice. En n'essayant pas, il garantit l'échec qu'il redoutait. Le bilan psychologique comprend un risque accru de troubles anxieux, de dépression et, dans les cas extrêmes, d'idées suicidaires. L'épuisement professionnel représente la rébellion du corps contre ce rythme insoutenable. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais l'épuisement professionnel comme un phénomène professionnel caractérisé par un épuisement de l'énergie, une distance mentale accrue par rapport à son travail et une diminution de l'efficacité professionnelle. Ce qui commence comme une ambition alimentée par la comparaison se termine souvent par un épuisement physique et émotionnel, la guérison exigeant de repenser fondamentalement sa relation à la réussite. La sensation d'échec qui accable tant de personnes performantes n'est pas due à de réelles lacunes, mais à des distorsions cognitives, c'est-à-dire à des erreurs systématiques de pensée qui faussent la perception de soi. Le psychologue David Burns en a identifié plusieurs particulièrement pertinentes pour l'épidémie de comparaison. La pensée en noir et blanc évalue les expériences dans les extrêmes, succès total ou échec total, en ignorant le vaste milieu où se déroule la majeure partie de la vie. La catastrophisation suppose que tout revers conduira au pire résultat possible, tandis que l'abstraction sélective se concentre exclusivement sur les échecs perçus tout en filtrant les réussites. Le mythe du progrès linéaire exacerbe ces distorsions. Les récits de la société suggèrent que la vie devrait suivre une trajectoire ascendante, obtenir son diplôme à 22 ans, gravir les échelons professionnels à 30 ans, acheter une maison à 35 ans. En réalité, les études longitudinales montrent que la plupart des vies zigzaguent de manière imprévisible.
Une analyse des trajectoires professionnelles réalisée par la Harvard Business Review a révélé que 72% des cadres performants ont connu au moins un échec majeur dans leur carrière. Redéfinir la réussite exige un effort conscient. La recherche en psychologie positive souligne l'importance des objectifs intrinsèques, développement personnel, relations, communauté, par rapport aux objectifs extrinsèques, statut, richesse, apparence. Lorsque les individus alignent leurs critères de réussite sur des valeurs profondément ancrées plutôt que sur des repères sociétaux, le pouvoir de comparaison diminue. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'ambition, mais plutôt l'ancrer dans un désir authentique plutôt que dans une envie réactive. La lutte contre l'épidémie de comparaison nécessite à la fois des changements systémiques dans l'environnement de chacun et des pratiques quotidiennes qui réorganisent les schémas de pensée. L'hygiène numérique constitue la première ligne de défense. Elle va au-delà de simples limites de temps et inclut une gestion consciente de l'écosystème numérique. Le fait de ne pas suivre les comptes qui suscitent l'envie, de mettre certains sujets en sourdine pendant les périodes de vulnérabilité et de programmer des heures sans comparaison peut réduire considérablement l'exposition à des stimuli nocifs. La pratique de l'autocomparaison offre une alternative saine à la comparaison avec les autres. Les recherches en psychologie positive démontrent que les personnes qui suivent leur progrès personnel par le biais de journaux ou d'applications se déclarent plus satisfaites de leur vie que celles qui se concentrent sur des critères de comparaison avec leurs pairs. La question n'est plus de savoir si l'on est à la hauteur, mais plutôt de savoir où l'on en est. La pratique de la gratitude contrecarre le biais naturel de négativité du cerveau. Des études neuroscientifiques montrent que des exercices réguliers de gratitude, énumérer 3 points positifs quotidiens, écrire des notes de remerciement, remodèlent physiquement les voies neuronales, ce qui rend les individus moins enclins à l'envie au fil du temps. De même, les travaux de Christine Neff sur l'autocompassion démontrent que le fait de se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un ami réduit l'emprise du perfectionnisme. Les interventions thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ciblent spécifiquement les pièges de la comparaison. En identifiant les pensées déformées, je suis un raté parce que je n'ai pas autant de succès que X. En examinant les preuves pour et contre elles et en développant des alternatives équilibrées, les individus peuvent se défaire des habitudes mentales qui alimentent leur détresse. Les pratiques de pleine conscience complètent la boîte à outils. Les techniques de méditation axées sur la conscience du moment présent aident à se détacher des comparaisons hypothétiques. Comme le souligne la psychologue Tara Brach, l'antidote à la honte n'est pas l'estime, mais la présence, c'est-à-dire la capacité à vivre la vie telle qu'elle est, plutôt qu'à travers le prisme déformant des réalités inventées par d'autres. En fin de compte, la libération de l'épidémie de comparaison ne passe pas par une réussite supérieure, mais par la redéfinition de ce qui compte. Lorsque le succès consiste à vivre selon ses valeurs plutôt qu'à surpasser ses pairs, la course invisible n'a plus lieu d'être. L'énergie autrefois consacrée à la comparaison peut alors être consacrée à la création d'une vie qui s'épanouit selon ses propres termes. L'envie, ce sentiment aigu de désir lorsque nous voyons les réalisations des autres, n'est pas seulement une émotion toxique à réprimer, elle peut devenir une boussole puissante. Lorsque nous ressentons l'aiguillon de la comparaison, quelque chose d'important nous est montré, les valeurs que nous chérissons et les aspirations que nous avons peut-être négligées. Cette pointe de jalousie lorsqu'un collègue obtient une promotion peut révéler votre propre soif de reconnaissance. La nostalgie ressentie lorsqu'un ami voyage dans un endroit époustouflant peut mettre en évidence votre désir d'aventure. L'envie ne devient destructrice que lorsque nous la laissons couver par la honte. Lorsque nous l'examinons avec curiosité, elle se transforme en une précieuse connaissance de soi. La vérité, c'est que vous n'échouez pas, vous êtes simplement humain, pris dans une tempête psychologique de visibilité déformée. Le monde moderne nous bombarde d'histoires de réussite tout en cachant les luttes qui se cachent derrière, déformant ainsi notre sens de ce qui est normal et réalisable. Mais il existe une autre façon de vivre, où le succès ne se mesure pas à l'aune des jalons posés par les autres, mais à celle de votre propre croissance, où l'ambition n'est pas alimentée par l'insécurité, mais par un véritable objectif. Prenez donc du recul. Déconnectez-vous. Reprenez contact avec votre propre chemin. L'antidote à la comparaison n'est pas la supériorité, mais la clarté. Lorsque vous cessez de mesurer votre vie à l'aune de celle des autres, vous créez l'espace nécessaire pour poser la seule question qui compte vraiment. Quel est le but de ma vie? La réponse ne se trouve pas dans l'histoire des autres, mais uniquement dans la vôtre.